Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre sanglant. Le 27 février 2015, Maureen Jacquier est retrouvée à son domicile lardée de 62 coups de couteau. Mais qu'est-il arrivé à cette jeune mécanicienne aéronautique ? Avec moi, vous entendrez les voix de Rodolphe et Graziella Jacquier, parents de Maureen, celle de Boris Darbefeuille, un de ses collègues, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Maureen Jacquier avait un avenir tout tracé. Cette jeune femme de 19 ans, au sourire ravageur, travaillait dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de France, Airbus. C'était un petit peu son rêve qui se concrétisait. Tout le monde est fier de dire on est chez Airbus, quoi. Un monde d'hommes où la jolie mécanicienne s'était fait une place grâce à son tempérament de feu. Beaucoup d'hommes ont dû lui tourner autour. Et elle avait un caractère bien trempé, donc je doute pas du fait qu'elle ait repoussé des hommes. Seulement, celle qui ne laissait personne se mettre en travers de son chemin a finalement croisé la route d'un collègue déterminé à la faire taire. 63 coups de couteau, c'est quelque chose qui relève pratiquement de la frénésie. C'était l'œuvre d'un fou démoniaque. Le type, il a manipulé tout le monde en fin de compte. Moi, j'ai pensé à une vengeance, ouais. Vengeance. T'as foutu la merde dans mon couple, maintenant tu vas voir comment je vais te punir. Cette affaire démarre à Toulouse, le vendredi 27 février 2015. Rodolphe et Graziella Jacquier, qui vivent à Lyon, viennent de parcourir 500 kilomètres pour rendre visite à leur fille Maureen. Il est 22h30 lorsqu'ils se garent devant la résidence où elle habite. Ils s'apprêtent à vivre l'expérience la plus traumatisante qu'un parent puisse connaître. On descend, et puis on sonne. Puis après, quand on est devant la porte, que le fixe il répond pas, que le portable répond pas, que la voiture est là, on se dit mais c'est pas possible. Puis on commence à tourner comme des guêpes, hein. Et puis Rodolphe, il dit, oh tant pis, je passe par le portail, je vais par derrière, je passe par le portail. Le papa de Maureen enjambe le portail, se rend dans le petit jardinet de l'appartement de Maureen Jacquier, qui vit au rez-de-chaussée. Par chance, le volet roulant de l'appartement est resté ouvert. Il se faufile, mais c'était dans le noir, donc il voyait pas. Et puis il disait Maureen, et puis il voyait pas où elle était, elle n'arrivait pas à la trouver. Donc après, il allume la lumière. Le silence qui règne à l'intérieur du petit appartement est loin de rassurer Rodolphe. Quand on voit son manteau, qu'on voit ses affaires, je commence à la chercher partout. Je dis putain mais... Le mauvais pressentiment du père de famille va malheureusement se confirmer lorsqu'il va pousser la porte qui mène à la chambre de sa fille. C'est une véritable scène de carnage. Il y a du sang partout, notamment sur les murs, sur les draps. Maureen gît inanimée au sol dans une mare de sang. Affolé, Rodolphe Jacquier prévient immédiatement son épouse Graziella, restée dehors. Viens vite, il est arrivé une chose horrible. Le papa va soulever le corps de Maureen, le mettre sur le lit. Et son premier réflexe, ça consiste à prendre son bébé, sa fille chérie, et d'essayer de la ramener à la vie de manière totalement désespérée. Il disait réveille-toi mon lapin. Et je l'ai touchée, je dis elle est froide. C'est là que j'ai compris. Et c'était une horreur. C'est impensable. Impensable, et pour cause. Maureen allait fêter ses 20 ans dans quelques jours.
Elle avait donc la vie devant elle. Brillante mécanicienne chez l'avionneur français Airbus, Maureen n'avait pas hésité à quitter le cocon familial 5 ans plus tôt pour vivre sa passion. Une passion dévorante pour laquelle elle avait tout sacrifié et qui lui a coûté la vie. L'histoire de Maureen Jacquier, c'est d'abord celle d'une jeune lyonnaise précoce et atypique. Très jeune, c'est aux côtés de son papa Rodolphe qu'elle développe une passion insolite pour la mécanique. C'est quelqu'un qui est sur les routes, il est transporteur routier, il a un peu la mécanique dans le sang. Avec entre les motos, les collègues qui étaient avec des motos, quand on bricolait, machin, après, ouais, c'est bien possible qu'il ait pris le virus. Ouais. Elle m'avait dit, moi je suis manuelle, même si je suis intelligente, je vais bien à l'école, je suis plutôt manuelle et je voudrais pas rester enfermée dans un bureau. Arrivée en classe de 3e, cette excellente collégienne prend une décision radicale qui va bouleverser sa vie. Maureen Jacquier veut devenir mécanicienne dans l'aéronautique. Et pour ses parents, c'est la douche froide. Quand elle est venue en disant je veux faire de la mécanique, j'ai ça réfléchir dans ta chambre là parce que ça nourrit pas son homme ça. C'est pas commun, on va dire, quand on est en 3e, d'avoir la volonté de partir loin pour faire un lycée professionnel, surtout quand on a des études qui sont pour l'instant sans faute. Camille Germani connaît Maureen depuis l'enfance. Elle se souvient que son amie avait un caractère bien trempé et qu'elle ne se laissait pas dicter sa conduite. C'était quelqu'un, on va dire, de très têtu. Quand elle voulait quelque chose, elle se donnait les moyens de l'obtenir. Elle est restée dans cette idée, et puis elle s'est mise sur Internet, et puis elle a fait un dossier. Et tiens papa, voilà, t'es l'école, et ben il forme et derrière j'ai de l'embauche si tout va bien quoi. Voilà, c'était Maureen. C'est ainsi qu'en 2010, Maureen Jacquier réussit brillamment le concours d'entrée du lycée professionnel d'Airbus, situé dans la Ville Rose, à 500 km de son domicile. C'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire quand même, parce que faire de la mécanique sur un avion, c'est immense, c'est énorme. Moi j'étais fière, mais en même temps, j'avais tellement mal parce que je savais qu'elle allait partir. Moi, j'avais pas forcément envie qu'elle parte. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre sa volonté de partir. À l'époque, j'exprimais plutôt des doutes que des encouragements, ça l'a jamais empêché de partir. À 15 ans à peine, l'adolescente s'installe donc toute seule, très loin du cocon familial, dans ce petit appartement toulousain. Le temps passe, elle grandit, on s'inquiète un peu moins. Voilà, ça y est, elle est indépendante. Un parcours professionnel sans faute qui se poursuit en 2014 lorsque Maureen Jacquier est embauchée en CDI par l'avionneur français. Elle intègre la grande famille de ceux que l'on surnomme dans la région les Airbusiens. Papa, tu te rends compte? J'ai pas 19 ans. Je fais ce qui me plaît. Si je déconne pas, j'ai un boulot à vie. Un destin tout tracé qui pourtant s'est brutalement brisé ce jour de février 2015. Camille Germani se souvient de l'annonce du meurtre de sa meilleure amie. J'ai dit, c'est pas possible. En fait, j'ai pas du tout cru. Et ça n'a pas duré longtemps le moment où j'ai pas cru parce qu'en fait, j'avais pas reçu qu'un message. Les messages, ils s'accumulaient. Et à ce moment-là, j'ai compris. Et c'était horrible. Les proches de Maureen ne sont pas au bout de leur surprise, car l'enquête va vite révéler que le meurtrier pourrait bien se cacher au sein même de l'entreprise Airbus. À Toulouse, dans le petit appartement de Maureen Jacquier, les enquêteurs de la police judiciaire dépêchés sur place n'ont pas mis bien longtemps à comprendre que le meurtrier de la jeune femme serait un proche. Et voici pourquoi. Aucune effraction n'est constatée, donc les enquêteurs vont exclure la piste du crime crapuleux ou le crime d'un rôdeur. Il y a un autre indice qui laisse penser que le tueur est un familier,
Maureen, qui habite au rez-de-chaussée, avait pour habitude de laisser la porte-fenêtre ouverte. Maureen a un animal domestique, un petit chat. Seuls les amis, seuls les initiés pouvaient savoir que pour son chat, la nuit, Maureen Jacquier laissait sa baie vitrée ouverte avec le volet légèrement relevé. Fallait savoir que le volet roulant, on pouvait le lever facilement. C'est quelqu'un de sa connaissance. Il y a aucun doute, aucun doute. Un proche qui se serait acharné. Dans la chambre à coucher, les enquêteurs ne peuvent que constater l'horreur du crime. Le corps de la victime, bardé de plaies, est littéralement méconnaissable. Et lorsque le médecin légiste intervient, il va immédiatement constater, avec cette précision, qu'il opère sur un corps maculé, ensanglanté. Et il va tout de suite se convaincre qu'en réalité, plusieurs dizaines de coups de couteau, manifestement provoqués par une lame forte, très effilée, ont été administrés à la victime. Maureen Jacquier a été touchée par 63 coups de couteau. Donc véritablement, on est sur un individu qui décide de frapper longtemps et très fort. C'est vraiment l'œuvre de quelqu'un qui est déchaîné, qui est enragé. L'attaque a été soudaine, et tout indique que Maureen a été surprise alors qu'elle dormait. Maureen Jacquier est en tenue de nuit. Et également qu'elle ne portait pas ses lunettes puisqu'on les retrouve sur la table de nuit. Or, elle avait un besoin impératif de porter ses lunettes ou ses lentilles, sinon elle voyait rien. Et puis, les constatations des policiers tentent à montrer que Maureen se serait réveillée au moment de l'attaque. Il y a notamment une lampe frontale qui est retrouvée à quelques centimètres de la tête de la victime, qui baigne également dans le sang de cette dernière. Qui est cassée, qui est en mauvais état, ce qui pourrait démontrer qu'il y a une lutte et que cette lampe frontale a été détruite pendant un affrontement entre Maureen Jacquier et son agresseur. Comme si la victime, qui présente par ailleurs d'importantes traces de plaies de défense, serait parvenue à arracher la lampe frontale qui figurait sur le front de son agresseur. Une fois son crime accompli, le meurtrier aurait pris le temps d'effacer certaines traces. Ils vont dans la salle de bain de Maureen Jacquier et retrouvent une serviette de bain rose tachée de sang. À l'évidence, le meurtrier a essuyé la lame de son couteau, puisqu'on retrouve des traces d'essuyage spécifiques. L'arme du crime ne sera jamais retrouvée, mais la serviette rose, les draps ainsi que la lampe frontale sont saisis pour analyse. Des objets qui, vous allez le découvrir, auront une importance cruciale pour la suite de l'affaire. Mais pour l'heure, persuadés que Maureen Jacquier a été tuée par un proche, les enquêteurs vont aller poser quelques questions à ses collègues d'Airbus. Elle vit Airbus, elle dort Airbus, elle couche Airbus, tout est Airbus. À Toulouse, sur le site d'assemblage de l'Airbus A330, les salariés ne se doutent pas encore qu'ils vont être dans le collimateur des enquêteurs. Car ici, tous connaissent Maureen Jacquier. Plus qu'une collègue, elle était une amie. Tous ses amis, tous ses proches sont à Airbus. Ce sont ses collègues, c'est avec eux qu'elle sort, c'est avec eux qu'elle vit, c'est avec eux qu'elle fait des activités. Alors évidemment, lorsque ses collègues apprennent que leur amie Maureen a été sauvagement tuée, et probablement par quelqu'un qu'elle connaissait, la psychose ne tarde pas à s'installer. Boris, Thierry et Mathieu se souviennent du climat délétère qui régnait à l'époque sur leur poste de travail. Quand il arrive un truc comme ça dans l'entreprise, tout le monde
En parle, mais sans en parler. Ah ben là, dans Airbus, ouais, l'ambiance était assez lourde, suspicieuse, beaucoup d'étonnement. Tout le monde s'est posé les questions que le CRPJ se posait aussi. Qui, quoi, mais c'est qui elle a vu l'avoir vu le dernier, et toi, tout le monde se regarde un peu les chaussettes. Le meurtrier, peut-être parmi nous, oui, forcément. Donc oui, on s'est posé cette question-là. Une interrogation partagée par les policiers. Surtout que sur place, ils vont très vite se rendre compte que Maureen Jacquier était un véritable objet de désir pour ses collègues. Alors, son pouvoir d'attraction lui a-t-il coûté la vie? Maureen Jacquier est une jolie jeune femme. Elle plaît beaucoup à ses collègues. Dans un milieu d'hommes où il y a très peu de femmes, quelque part, toutes les femmes plaisent, quoi. Et qu'il y a une jolie fille à Airbus, où il y a beaucoup d'hommes qui sont... C'est un petit peu la star du moment, quoi. Ça va être très pesant de se sentir même rien que regardé comme un gibier, quoi. Mais c'était sans compter le caractère bien trempé de Maureen Jacquier. Car du haut de ses 19 ans, elle n'hésitait pas à recadrer ses garçons un peu trop pressants et sans vraiment y mettre les formes. Elle savait remettre les gens à leur place, quoi. Elle savait se défendre, elle était assez grande pour se défendre. Un caractère volcanique, qui d'après sa maman Graziella Jacquier, ne décourageait pas les hommes. Plusieurs fois, elle a eu des propositions, des garçons qui voulaient sortir avec elle. Et justement, parmi les prétendants de la jeune femme, il y en a un qui va très vite attirer l'attention. Il s'agit de Quentin Dupont, le meilleur ami de Maureen. Il se murmure dans les couloirs d'Airbus que la jeune femme l'aurait éconduit violemment quelques mois avant le drame. Alors forcément les policiers vont lui poser quelques questions. Et il dit, c'est vrai que j'ai eu quelques sentiments pour elle. Et d'ailleurs, une nuit, à 1h du matin, je suis allé la voir et pour lui déclarer ma flamme. Ça interpelle un petit peu les enquêteurs. C'est-à-dire que voilà un type qui est capable de débouler à minuit, 1h du matin, au domicile de Maureen pour lui déclarer sa flamme. Le problème, c'est que Maureen Jacquier ne ressent pas les mêmes choses pour lui et va lui dire d'une façon assez violente, assez brutale. Bref, elle l'y conduit. Quentin sait désormais à quoi s'en tenir. Mais Maureen et lui resteront amis. Pourtant, pour les enquêteurs, le prétendant est conduit à tout du suspect idéal. Alors l'homme se serait-il vengé? La piste est alléchante, d'autant plus qu'il est la dernière personne à avoir vu Maureen Jacquier vivante. Nous savons que lorsque Maureen débauche de son travail, aux alentours de minuit, la veille, c'est-à-dire quelques heures avant d'être frappée et de trouver la mort, elle covoiture son ami, Quentin Dupont, qui n'habite pas très très loin de chez elle. Et il est prévu le lendemain que Quentin, à son tour, prenne son propre véhicule pour amener Maureen sur son lieu d'embauche, aux alentours de midi. Seulement voilà. L'attitude du jeune homme le lendemain du drame ne va pas jouer en sa faveur. Car Quentin n'est pas allé chercher Maureen comme il le faisait tous les jours, invoquant un mystérieux prétexte. Quentin, le voici. Il a accepté pour enquête criminelle de nous expliquer ce qui l'a retenu ce matin-là. J'attendais un colis qui devait arriver dans la matinée. C'est au moment où ils ont passé la législation sur les détecteurs de fumée, qui était obligatoire. Donc je devais recevoir mon détecteur de fumée dans la matinée. Et comme je ne savais pas à quelle heure j'allais le recevoir exactement, je lui avais dit vas-y, sans moi, j'irai au travail tout seul. Les enquêteurs se demandent si Quentin n'est pas en train de se fabriquer un alibi avec ce paquet. Moi, j'ai réalisé tout de suite que c'était la merde. Ils m'ont clairement suspecté, ce qui est légitime. Ça paraît logique que ça soit moi qui, potentiellement, ait pu faire le coup, si j'ose dire. Un mobile, un alibi bancal. Pour les enquêteurs, le costume de meurtrier semble aller comme un gant à Quentin Dupont. Mais heureusement pour lui, deux nouveaux suspects vont faire leur entrée dans l'enquête. Car chez Airbus, Maureen Jacquier avait rendu malheureux plus d'un homme.
Les policiers découvrent l'existence d'une main courante pour harcèlement déposée 2 ans plus tôt par Maureen Jacquier contre un certain Guillaume. Électricien chez Airbus, ce jeune homme a partagé la vie de Maureen pendant plusieurs mois avant qu'elle ne le quitte sans ménagement. Comme elle le traitait, des fois je lui disais mais arrête le pauvre, il dit rien, regarde. Oui mais voilà, il bouge pas. Maureen va lui expliquer qu'elle souhaiterait que la relation cesse. Il a sans doute plus de mal que d'autres à l'accepter. Il pleurait devant le portail, il disait reprends-moi. Bon, et du coup, Maureen insistait sur ce qu'elle avait décidé. Hein, elle était décidée, de toute façon, elle me dit non, ça va plus, t'es trop gamin. Guillaume n'aurait pas digéré cette rupture et aurait pendant des semaines harcelé Maureen, jusqu'à ce que la jeune femme décide de se rendre au commissariat, accompagnée de ses parents. Quand Maureen a déposé la main courante, il m'avait appelé en me disant « Ah, mais sur le coup de la colère, j'ai dit, de toute façon, tu t'emmerdes encore la gamine, je descends, je te découpe, je te mets dans la Garonne. » Guillaume, le petit ami humilié. Quentin, le prétendant, est conduit. Et ce n'est pas tout. Un 3e homme fait son apparition sur la liste des suspects, Johan Devel. Il est le dernier ex en date de Maureen Jacquier, et son profil interpelle, car dans la galerie des amoureux, il est le rebelle. Johan est différent des autres relations qu'a eu Maureen Jacquier. C'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui fume. Il disait qu'il allait changer. Vous savez, tout le monde dit que l'on va changer. Et puis elle s'est accrochée à ça parce qu'elle l'aimait déjà, et parce que il lui a fait croire qu'il allait changer. Seulement Johan ne change pas. Et selon les amis du jeune homme, Maureen le lui fait payer. Les enquêteurs vont entendre le meilleur ami de Johan. Lui va décrire une relation houleuse entre Johan et Maureen Jacquier et va décrire Maureen Jacquier comme quelqu'un de cassant. Le couple finit par se séparer. Mais blessé dans son orgueil, Johan, le rebelle, aurait-il commis l'irréparable ? C'est en tout cas le sentiment des parents de Maureen, qui depuis le début se méfient de ce garçon qu'ils jugent inquiétant. Moi j'ai pensé à une vengeance, ouais. Vengeance. Il faut être assez débile pour faire des conneries pareilles. Un peu comme dans un roman d'Agatha Christie, les enquêteurs ont presque trop de suspects. Quentin, Guillaume, et Johan, tous ces garçons sont des suspects potentiels. Les enquêteurs ont prélevé l'ADN de tous ces personnages et une fois de plus, c'est la science qui va peut-être démêler cette énigme. Sauf que dans cette affaire, rien ne va se passer comme prévu. Le 16 mars 2015, un mois après le meurtre sauvage de Maureen Jacquier, les enquêteurs toulousains reçoivent sur leur bureau les résultats des analyses scientifiques. Souvenez-vous, une lampe frontale, une serviette, ainsi que des draps maculés de sang, avaient été mis sous scellé pour analyse. Des objets qui ont fini par parler. Les enquêteurs vont trouver 3 traces ADN qui semblent appartenir au même individu. On a l'ADN du criminel. Il suffit juste de faire des comparaisons et normalement, ça devrait aboutir ou faire aboutir l'enquête. L'ADN du criminel va donc être croisé avec celui des 3 suspects déjà dans le viseur des enquêteurs. Quentin, Guillaume et Johan. Seulement, contre toute attente, ces comparaisons vont mener à une impasse. Le problème, c'est que ça ne matche pas. C'est-à-dire qu'on avait des suspects qui étaient beaux comme des soleils. On savait que on était persuadé que c'était un de ceux-là. Et l'ADN dit le contraire. La science dit le contraire. Donc on repart à zéro. C'est un sacré coup dur pour les policiers. Mais ils ne vont pas baisser les bras pour autant et décident de suivre leur première intuition.
chercher le meurtrier sur le lieu de travail de Maureen Jacquier. Alors, 2 mois après son meurtre, ils vont tenter un coup de poker. Les fonctionnaires de police, maintenant, n'ont plus qu'une obsession. Ils vont, à partir du réseau professionnel, procéder à des prélèvements d'échantillons ADN. Une opération d'envergure, car c'est plus de 150 employés qui vont devoir se soumettre à des prélèvements salivaires. Une expérience assez traumatisante pour certains. Certains qui ont dit oui, mais attends, s'ils prennent notre ADN, après, on va être fichés. Là, je me suis senti un petit peu agressé, mal à l'aise, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein. Voilà, bon. Et ils font leur boulot, hein, c'est normal, hein, ils cherchent un peu à avoir des réponses. Je pense qu'il y en avait qu'un qui devait s'inquiéter, le meurtrier. Un meurtrier qui a raison de s'inquiéter, car le pressentiment des enquêteurs était le bon. Plus de 3 mois après le début de cette incroyable affaire, la chance va finir par tourner. Parmi les 150 ADN examinés, il y en a un qui va matcher, comme on dit, c'est celui qui correspond à Sylvain Boulet. Car Sylvain Boulet est certes mécanicien chez Airbus, mais il s'agit surtout d'un très bon ami de Maureen Jacquier. Un garçon bien sous tout rapport, insoupçonnable. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Maureen Jacquier. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un événement va faire basculer l'enquête. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Maureen Jacquier, vous allez voir qu'un événement va faire basculer l'enquête. Avec moi, vous entendrez les voix de Rodolphe et Graziella Jacquier, parents de Maureen, celles de Boris Darbefeuille, un de ses collègues, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Chez Airbus, les employés sont sous le choc. Boris Darbefeuille et Thierry Jourdan connaissent très bien Sylvain Boulet. Pour eux, le meurtre barbare de Maureen Jacquier ne colle pas avec la personnalité de ce collègue qu'ils fréquentent quotidiennement sur les chaînes d'assemblage. On tombe des nues, quoi. Entre le Sylvain que j'ai connu au travail, qui était tout à fait quelqu'un de normal et un bon collègue, je veux dire, et cet acte-là de barbarie, je veux dire, c'est sûr que pour moi, ça, comme ça, avec la personne que je connais, ça colle pas. Thierry Jourdan se souvient d'ailleurs d'une conversation avec Sylvain au sujet de la mort de leur joli collègue. Rien dans son comportement n'aurait pu lui mettre la puce à l'oreille. On a parlé avec Sylvain et bon voilà, Sylvain avait un petit peu la même opinion que moi quand je lui ai dit oui, tu te rends compte peut-être que l'assassin il est parmi nous quoi. Il m'a dit bon de toute façon tu sais ils ont pris l'ADN de tout le monde donc s'il est là ils vont l'attraper. Mais en toute sérénité. Pour comprendre, il faut revenir 1 an avant le meurtre. À l'époque, Maureen est en couple avec Johan. Souvenez-vous, le rebelle. Et le jeune homme fréquente justement Sylvain Boulet, qui lui-même partage sa vie avec une certaine Lucille, une amie de Maureen. Tous les 4 forment une vraie bande d'amis soudés. Ils formaient 2 couples inséparables, un espèce de quatuor fusionnel. Ils se voyaient tout le temps. Ils faisaient un peu couple à 4, on va dire. Ils faisaient souvent des fêtes ensemble. Des soirées, partir en boîte, au restaurant, des soirées barbecue chez elle. Seulement la petite bande d'amis s'éloigne lorsque Maureen Jacquier et Johan se séparent. Quand Johan et Maureen se séparent, le quatuor explose. Sylvain Boulet et Lucie vont prendre parti pour Johan. Vexée d'être laissée pour compte par ses amis Sylvain et Lucille, Maureen décide alors de leur faire payer. Elle est devenue exécrable, elle faisait des réflexions sur tout.
le terme insupportable est le terme qui est employé. Lucille et mon frère ont décidé de prendre un peu leur distance et d'arrêter d'être un petit peu le souffre-douleur des sautes d'humeur de Maureen. Au moment du meurtre, Maureen Jacquier n'était plus en lien personnel avec Sylvain Boulet. Et donc, évidemment, les enquêteurs ne le suspectent pas, parce qu'il a aucune raison d'avoir tué Maureen. Il n'est pas son amant, il n'est pas son prétendant, il est rien. D'autant que Sylvain Boulet dispose d'un solide alibi. Au début de l'enquête, comme toute personne entendue par la police, le jeune mécanicien avait donné son emploi du temps la nuit du drame. Et voici ce qu'il déclarait. Cette semaine-là, j'ai été de soir. Et du coup, le jeudi, on sort au First avec des collègues. J'ai dû rentrer entre 2h et 3h du matin. Après, j'ai dormi jusqu'au matin avec ma copine. Mais voilà. Aujourd'hui, la donne a changé. L'ADN de Sylvain a formellement été identifié sur la scène de crime. Le jeune homme devient donc le suspect numéro 1 dans cette affaire. Donc les enquêteurs, effectivement, vont se dire, bon, par rapport à ces déclarations et par rapport aux traces ADN, on a quand même peut-être intérêt à reposer des questions à l'intéressé. Sylvain Boulet est donc interpellé chez lui par la police le 10 juin 2015, alors qu'il dormait, encore aux côtés de sa compagne Lucille. Placé en garde à vue au commissariat de Toulouse, il va devoir s'expliquer. En garde à vue, Sylvain ne se démonte pas. Il est innocent. Il va de nouveau raconter par le menu sa soirée entre collègues au bar Le First. Mais malgré son calme apparent, il ne va pas tarder à se contredire. Voici ce qu'il déclare dans un premier temps. Au cours de la soirée, j'ai bu de la bière, de manière assez conséquente, entre 4 et 6 pintes. Pour prouver qu'il était bien au bar Le First, Sylvain explique avoir échangé des textos entre 2h09 et 2h16 avec sa compagne Lucille. Voici l'un des échanges entre Sylvain et sa compagne, la nuit des faits. Ça va? Ça se passe bien? Là, on fait du lancer de fléchettes cul sec. Seul problème, Sylvain Boulet ment. Car si l'échange de SMS entre les deux amoureux existe bien, il n'était plus au First à 2h16 du matin lorsqu'il répond à Lucille. À cette heure-là, son téléphone borne ailleurs, sur la route de Bayonne. En fait, monsieur, vous nous mentez. Vous êtes à bord de votre voiture et vous prenez déjà la direction de l'appartement de Maureen Jacquier. Et vous êtes à ce moment précis en train de vous constituer un alibi. Et ce n'est pas tout. L'étude de la téléphonie va révéler une nouvelle incohérence dans l'emploi du temps de Sylvain Boulet, et pas des moindres. Il a éteint son portable entre 2h16 et 3h55. Là, il y a une béance de 2 heures, qui n'est pas géolocalisable pendant près de 2 heures. Et que ça, c'est un trou qui est extrêmement préoccupant. Pour justifier ce trou bien gênant, Sylvain Boulet a là encore une explication. Avant de rentrer, je me suis arrêté à proximité du First. Je voulais dans un premier temps juste me reposer, mais je me suis endormi. Monsieur Boulet expliquera qu'il s'est endormi, non sans décider de couper son téléphone, purement et simplement. Les enquêteurs sont sceptiques et pensent que Sylvain Boulet adapte son discours au fil de la garde à vue. Ils vont d'ailleurs en avoir le cœur net en lui demandant une ultime précision. Où étiez-vous stationné? Sur le parking du Bonito, une salle de foot. Vous dites vous êtes garé au Bonito Foot. C'est impossible, monsieur. La barrière était fermée, elle n'a pas été manœuvrée. Vous avez non seulement un alibi qui n'est absolument pas opérant, vous avez menti, et par conséquent, monsieur, il est beaucoup plus vraisemblable de croire que c'est vous qui vous êtes rendu sur la scène de crime et fracassé l'existence d'une gamine de 19 ans. Les preuves matérielles semblent s'accumuler contre Sylvain Boulet. Mais il y a un problème
il manque un mobile. Eh bien, les enquêteurs ne vont pas tarder à lui en trouver un. Souvenez-vous, depuis que Maureen avait rompu avec Johan Devel, Sylvain a toujours soutenu qu'il était fâché avec Maureen. Pourtant, les enquêteurs vont apprendre que le jeune mécanicien avait des vues sur la jeune femme. Preuve en sont ses témoignages. Par moment, c'est arrivé qu'il disait, ouais, elle est bien quand même, Maureen. Le style, elle est bien faite, ou, voilà, enfin, c'est des petites réflexions dans ce style-là. Il avait l'air de dire qu'elle la laissait pas indifférente, ça c'est sûr, voilà. Qu'elle était attirante, ouais. Il est très excité par l'image que renvoie Maureen, et il s'est dit pourquoi pas moi. À tel point que quelques semaines avant le drame, Sylvain s'en serait ouvert à Maureen Jacquier. Selon la mère de la victime, il avait même déclaré à Maureen vouloir quitter sa petite amie Lucille pour elle. Des avances répétées que la jolie mécanicienne aurait vivement repoussées. Bon, il a commencé à lui dire des choses, mais je voudrais bien coucher avec toi, ou viens on sort ensemble. Moi je veux plus rester avec Lucie. De toute façon à la fin de ses études, je la laisse tomber. On se met ensemble. Et il a commencé à se faire des films. Mais c'est le témoignage de Rodolphe, le père de Maureen Jacquier, qui va finir d'enfoncer Sylvain Boulet. Monsieur Jacquier raconte une scène qui s'est déroulée le 31 janvier 2015, très précisément, soit un mois avant le meurtre. Ce jour-là, sa fille Maureen avait donné rendez-vous à la petite amie de Sylvain, Lucille. Et le jeune mécanicien s'était invité à la dernière minute. Maureen devait voir Lucille. Elle me dit, ouais, fais chier, l'autre con, hein, j'ai pas envie de le voir. Et si Maureen devait voir Lucille et qu'elle emmerdait parce que lui, il est là, c'est qu'elle avait des choses à dire à Lucille sans qu'il soit là. Et selon Rodolphe Jacquier, c'est lors de ce rendez-vous avec Lucille que sa fille aurait accusé Sylvain de lui tourner autour. Elle a dû lui dire, quoi après, il veut pas comprendre que c'est non. Que ça commençait à lui peser, que ceci, que cela. Et à mon avis, ça a mis le feu aux poudres. Sylvain Boulet n'aurait pas du tout apprécié ce qui s'est dit ce soir-là, et peut-être se serait vengé. Le mobile du crime commence à se dessiner. Les enquêteurs décident alors de se tourner vers Lucille, la compagne de Sylvain. Un témoignage qui pourrait être crucial pour prouver la culpabilité de leur suspect numéro 1. Les enquêteurs ne vont pas y aller de main morte avec Lucille, ils vont un peu la bousculer, ils vont la pousser dans ses retranchements, mais sans avoir de réponse concrète. Elle est complètement larguée. Elle n'est plus en capacité de nous apporter quoi que ce soit d'utile, et c'est une victime collatérale de la disparition de Maureen Jacquier. Du côté de Sylvain Boulet, les enquêteurs n'obtiennent pas plus de réponse. Le jeune mécanicien semble frappé d'amnésie. Sylvain dit oui, j'y suis allé avec Lucille. Et de quoi vous avez parlé? Ah ben j'en sais rien, je sais pas. Cette réunion du 31 janvier reste un mystère pour les enquêteurs qui sont pourtant persuadés que cette réunion-là a été décisive. Alors, pour faire avouer ce suspect qui leur donne du fil à retordre, les enquêteurs vont abattre leur dernière carte. La présence de son ADN sur la scène de crime. Et contre toute attente, Sylvain va faire volte-face. Oui, il a menti, mais il reste innocent. Il explique qu'en fait, il revoyait Maureen Jacquier dans le plus grand secret. Car tous les deux étaient en fait devenus amants lors d'une soirée en juillet 2014, soit 7 mois avant le meurtre. Tiens donc, vous étiez censé ne plus la fréquenter depuis février 2014. Non, je vous explique. En réalité, moi j'ai continué à la voir et j'ai dormi en juillet 2014 chez elle. Et il dit, j'ai dormi avec elle dans son lit, puisque le canapé du salon, le canapé clic-clac, était occupé. Ils ont couché ensemble le lendemain matin quand ils se sont réveillés.
Et il dira, moi je l'ai pas dit, parce que je ne voulais pas que Lucille la prenne. Mais quel homme qui aurait trompé sa compagne ne l'aurait pas fait? Cette liaison secrète arrange bien Sylvain Boulet, car elle expliquerait la présence de son ADN sur la scène de crime. Seulement les enquêteurs n'y croient pas. Pour eux, Sylvain Boulet se serait rendu chez Maureen Jacquier pour la faire taire à jamais. Une vengeance par arme blanche, parce que la jeune mécanicienne l'aurait violemment éconduit. Une hypothèse crédible, car manque de chance pour le jeune homme. Sylvain est passionné de couteaux. Quatre mois après le meurtre, une perquisition est menée au domicile de Sylvain Boulet. Les policiers y font une découverte inquiétante. Sylvain a une passion glaçante pour les armes blanches, comme le montre cette photo, prise à l'occasion d'Halloween. Lorsqu'il débarque en perquisition chez lui, il retrouve un véritable arsenal. Il collectionne des coutelas et des couteaux, qui sont pas, à proprement parler, des couteaux de cuisine. Il en a. Mais là, ce sont des couteaux qui sont des couteaux de chasse et des couteaux de guerre. Derrière l'image de gendre idéal, Sylvain Boulet semble attiré par une forme de violence. Et selon ses amis, Sylvain Boulet ne faisait pas que collectionner les couteaux. Il se montrait parfois enclin à les utiliser. Certains amis de Sylvain Boulet disent qu'il est capable de réactions excessives, de réactions violentes. Il y a eu des épisodes, en particulier un très particulier, où il va décider de poursuivre couteau à la main deux individus qui lui auraient peut-être subtilisé son portefeuille. Ils ont dû le retenir pour qu'il ne commette pas l'irréparable. Il est déguisé en Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Et cette violence s'exprimerait également dans sa vie intime. On s'aperçoit également qu'il a une sexualité un peu débridée, puisqu'il va en permanence prendre des prostituées ou des call girls, en dehors des relations qu'il a avec sa compagne, qui sont des relations violentes, où il l'étrangle notamment pendant les rapports. Il semble attiré par les jeux de domination. Les mœurs inquiétantes de Sylvain Boulet, ainsi que son appétence pour la violence, vont finir de convaincre les enquêteurs que l'homme est bien l'auteur présumé du meurtre de Maureen Jacquier. Si vous voulez, une enquête, c'est tous des petits éléments mis bout à bout. Et là, tous les petits éléments mis bout à bout, ça commence à pas sentir bon pour lui, quoi. Et puis, il y a son ADN sur la scène de crime. Ah, j'ai envie de vous dire que les jeux sont faits, hein. La préméditation n'ayant pas été retenue, Sylvain Boulet est mis en examen pour homicide volontaire. Renvoyé devant la cour d'assises de Toulouse en janvier 2019, le jeune mécanicien ne parviendra pas à convaincre les jurés de son innocence et sera condamné à 30 années de réclusion criminelle. J'ai du dégoût, en fait. J'étais dégoûté de me dire que on préfère rendre coupable quelqu'un sur une hypothèse que de vouloir trouver la vérité. Le clan Boulet choisit alors de faire appel de cette décision et crie à l'erreur judiciaire. Et vous allez voir qu'il dispose de solides arguments. Dans l'attente de son procès en appel, les membres de la famille Boulet ont décidé de se battre et de prouver l'innocence de Sylvain. Pour enquête criminelle, Martine Boulet, la mère de Sylvain, s'exprime pour la première fois sur les accusations qui pèsent sur son fils. Des accusations qui, aux yeux de cette maman poule, sont fausses. Je lui ai demandé si c'était lui qui l'avait fait. Je lui ai dit, sois franc avec moi, de toute façon, quoi que tu aies fait, que tu l'aies fait ou que tu l'aies pas fait, tu serais mon fils, je te soutiendrai quand même. Mais il m'a dit, ce n'est pas moi. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que justice soit faite, qu'on trouve la vraie personne. À vouloir un peu bâcler, je trouve. On est en train de faire une seconde victime et c'est mon frère.
Le clan Boulet estime que l'enquête des policiers a été partielle et menée à charge contre Sylvain. Pour nous, c'est pas fini. Non, non. Les trucs qui sont louches, ils ont pris la facilité. Et comment dire, dès le départ, ça a été foireux, cette enquête. L'ADN, par exemple, comme reine des preuves, les Boulets n'y croient pas. Car lors de la perquisition menée au domicile de Sylvain, aucune trace de sang ou empreinte génétique de Maureen n'a été retrouvée. Or, selon eux, si Sylvain avait tué Maureen de 63 coups de couteau, il aurait été couvert du sang de sa victime. En fait, c'est pas possible. Si c'est lui, comment il a fait, quoi? Il n'y a pas de sang sur ses vêtements, il n'y a pas de sang dans sa voiture qui a été désossée. On a tout analysé, on a analysé la machine à laver, on a analysé la bonde de la douche. Enfin, on ne trouve rien. Pas le moindre ADN de Maureen. Le camp Boulet dispose d'un autre atout de taille dans sa manche. Un témoignage crucial, complètement mis de côté par les policiers. Un témoignage qui innocenterait purement et simplement Sylvain Boulet. Des voisins de Maureen Jacquier affirment avoir vu Maureen Jacquier le vendredi 27 février 2015 vers 10h du matin passer devant leur maison. L'heure a été vérifiée parce qu'à ce moment-là, l'un des deux témoins était en conversation avec un interlocuteur que l'on a identifié et l'on a retrouvé la trace et par conséquent le jour et l'heure de la conversation. Le témoignage de ses voisins de Maureen Jacquier est essentiel pour la défense parce qu'il disculpe leur client, Sylvain Boulet. En effet, ce témoignage des voisins montrerait que Maureen Jacquier n'aurait pas été tuée en pleine nuit, le jeudi 26 février 2015, mais le lendemain, le vendredi, en fin de matinée. Une hypothèse crédible, car dans cette affaire, le médecin légiste a commis une terrible erreur. Le médecin légiste n'a pas été capable de donner avec précision la date de la mort, tout ça parce qu'ils ont oublié de prendre la température du corps au moment des constatations. Or, si elle a été tuée dans la matinée, Sylvain Boulet ne peut pas être l'auteur des faits. Il était localisé et présent ailleurs. Et ce n'est pas tout. La défense a également mis la main sur le dernier échange de SMS entre Maureen Jacquier et Sylvain Boulet. Il date de 4 mois avant le meurtre et prouverait que le jeune mécanicien n'harcelait pas la jeune femme. Lorsqu'on examine les échanges téléphoniques par SMS entre Maureen et Sylvain Boulet, on s'aperçoit que c'est elle qui le sollicite. Cet échange, le voici. Salut, c'est Maureen. Chaud pour sortir ce soir? Pas ce soir, une autre fois. C'est ça, être véritablement intéressé. Or, ça ne veut pas dire qu'elle lui déplaisait. Ça veut dire qu'il ne l'a jamais harcelée. Moi, j'ai une personne qui m'harcèle, je ne lui ai dit pas de venir. Hein. Et donc, en réalité, on a fabriqué un mobile. Avec tous ces éléments, la famille Boulet espère bien cette fois convaincre les jurés et obtenir l'acquittement de Sylvain. Le 2 mars 2020, soit 5 ans après le meurtre de Maureen Jacquier, le procès en appel de Sylvain Boulet s'ouvre dans une ambiance électrique devant la cour d'assises de Montauban. L'homme a déjà été jugé en première instance et condamné lourdement à 30 ans de prison. Aujourd'hui, c'est pour lui le procès de la dernière chance. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'émotions. Les deux familles sont là. D'un côté, le camp Jacquier qui attend la vérité sur le meurtre barbare de Maureen. Revivre la même chose 5 ans en arrière, c'est très difficile de nous faire revenir à la barre. De l'autre côté, les Boulets qui, avec leur avocat, préparent la défense de Sylvain depuis des mois. J'espère qu'il va être acquitté.
J'y crois dur comme fer. Dès le début de l'audience, les avocats de la défense décident d'abattre leurs meilleures cartes. Ils appellent les voisins de Maureen à témoigner. Souvenez-vous, ils avaient vu passer la jeune femme devant leur fenêtre, en fin de matinée, ce qui prouverait qu'elle ne serait pas morte dans la nuit et ce qui innocenterait Sylvain. Effectivement, un voisin a vu passer Maureen à 10h du matin. Et évidemment, c'est un argument pour la défense extraordinaire. Mais ce témoignage va être balayé d'un revers de main par l'avocat des parents de Maureen. La jeune mécanicienne est bien morte en pleine nuit, la science le prouve. La médecine est venue effectivement apporter des éléments complémentaires. Tout converge pour penser que Maureen a été surprise dans son sommeil et que, au niveau de son estomac, on ne retrouve en termes de vestiges alimentaires que de la bouillie. C'est-à-dire que son repas n'était pas un repas matinal. Peut-être que ce témoin l'a vu la veille ou l'avant-veille et qu'il mélange un petit peu les choses. C'est extrêmement courant dans les affaires criminelles. Les policiers ont l'habitude d'ailleurs. Il faut que 3 témoins au moins affirment la même chose pour qu'on commence à les croire. Malgré ce camouflet, la défense continue d'avancer ses pions. L'ADN de Sylvain Boulet retrouvé dans l'appartement de Maureen ne prouve rien. En fait, le jeune homme a très bien pu le laisser derrière lui lorsqu'il a dormi chez elle quelques mois avant le meurtre. Impossible, selon Maître Boguet, qui décide de s'adresser directement à Sylvain dans le box pour le faire craquer. On réussit à récupérer le sang frais de la victime et qu'on découvre votre ADN frais en mélange avec le sang de la victime. Et ça vous accable parce que c'est cet ADN qui a été déposé au moment où on a donné la mort à Maureen Jacquier. Cette histoire d'ADN, à mon regard, est indéfendable. Au regard du dossier, c'est indéfendable. Il y a 3 ADN qui lui appartiennent, ADN mêlé à celui de la victime, à des endroits stratégiques. En effet. Souvenez-vous, l'ADN de Sylvain Boulet a été retrouvé à 3 endroits incriminants. Sur les draps, sur une serviette de bain, et enfin sur une lampe frontale. Un objet qui accable particulièrement le jeune homme. Et ce qui n'arrange pas les affaires de son avocat. Il a déclaré que, vraisemblablement, il lui appartenait et qu'il l'avait oublié, perdu chez Maureen, à l'occasion d'une de ses visites. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Qu'est-ce que ça a d'invraisemblable? Et cette lampe frontale, on la retrouve sur la scène de crime, on la retrouve pas à l'autre bout de l'appartement, on la retrouve au pied du corps. Donc très vraisemblablement, dans la bagarre, elle est tombée, il l'avait sur la tête et elle est tombée. La messe est dite à partir de là. À l'issue de 5 jours d'audience, Sylvain Boulet n'aura finalement pas réussi à convaincre la cour. Il est condamné à 30 années de réclusion criminelle. Une sentence assortie cette fois d'une peine de 20 ans de sûreté. Pour Martine Boulet, la maman de Sylvain, la justice vient de commettre une terrible erreur. On est en train de lui briser toute sa jeunesse, sa vie. Il va sortir vers 45, 50 ans. Qu'est-ce qu'il aura devant lui? Sylvain Boulet s'est aujourd'hui pourvu en cassation. Il reste toujours présumé innocent. Dès lors, c'est un nouveau combat qui s'ouvre pour la famille Jacquier, qui, chaque jour, pleure leur fille Maureen. Et toute ma vie, j'aurais la colère et de la peine mélangées, de toute façon. J'aurais beau faire n'importe quoi. Cette nuit-là, je l'oublierai jamais. Elle est gravée dans ma tête. Ce sentiment de frustration, en fait, ça me met. En fait, il y a rien pour nous là. Ça a mis la société à l'abri, mais nous, il nous manque toujours notre fille. Je suis désolé, mais voilà. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Maureen Jacquier. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu,
Vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.